Bonjour et Bonjour. bienvenue dans ce deuxième épisode de La thérapie. Aujourd'hui, on va parler de tests de personnalité en tout genre, en faisant un petit focus sur un des tests les plus connus, je pense, au moins pour notre génération, qui est le test MBTI. Ou MBTI. Voilà. Pour les francophones endurcis. Voilà, le test des 16 personnalités. Par souci de culture générale, parce que je n'en avais mais aucune idée. Je vais aller voir l'origine du test MBTI. Et bien, figure-toi que ça a pris racine à la Seconde Guerre mondiale, quand l'idée a germé de réduire les conflits entre des individus en les aidant à mieux se comprendre. Fun fact intéressant, ça a été créé par Isabelle Briggs Myers et sa mère, Catherine Cox Briggs, dans les années 40, qui sont basés sur des travaux inspirés de Carl Jung sur les types psychologiques. Et du coup, elles ont développé un outil basé sur 16 personnalités différentes. À savoir que c'est un vrai test normalement à faire avec des psychologues ou psychiatres, en tout cas professionnels de la santé mentale. Aujourd'hui, la version que tout le monde connaît, c'est celle qui est sur Internet. Qui est gratuite en qui plus. est gratuite. Maintenant, elle l'est plus. Si tu veux accéder à l'intégralité de tes résultats, il faut payer. Oui, mais tu peux passer le test. Oui, mais gratuitement. avant, t'avais tous les résultats gratuits. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais c'est la version qui est sur Internet n'est à aucun moment la version officielle, scientifique oui, voilà. du test. Si vous voulez vraiment savoir avec justesse quel type de personnalité vous correspond, faut aller dans des instituts Exactement. spécialisés parce que, contrairement à l'astrologie, là, c'est une science. C'est une science. C'est une science. Je sais pas si elle est vraiment exacte, fondée. Encore une fois, dans le sens où ça ne te définit pas 100% en tant que... Comment dire ? Tu peux pas te baser à 100% sur ça pour comprendre la personnalité de quelqu'un. Voilà. Ça peut t'aider, ça peut te donner des indications. Un peu, ça reste un outil de développement personnel et de compréhension. Mm-hmm. Ça reste un outil, je pense, pour gérer avec les autres, parce que du coup, en plus, ça a été développé dans un schéma où il y avait un besoin important, de compréhension de l'autre pour éviter les conflits. On va dire que c'est basé sur des vrais traits de personnalité et pas sur où est-ce qu'étaient les planètes quand tu es né. Oui. Donc c'est un peu plus proche de toi et plus spécifique. Et aussi, c'est un test qui coûte très cher à faire. Ouais. Puis vous gardez en tête aussi que tout comme les personnes évoluent, les personnalités évoluent. Exactement. Donc c'est pour ça que ça peut pas être à 100% fiable. Donc. On va d'abord commencer par dire quel MBTI on est, expliquer un petit peu ce que ça veut dire, est-ce que ça nous correspond, etc. Après, on parlera en règle plus générale des tests de personnalité, etc. Pour commencer sur les types de personnalité, je te laisse commencer parce que tu es plus constante que moi. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait ce test, je m'en souviens. Contexte, attention. J'étais en terminale, c'était pendant ma pause du cours de philo. Voilà. Un pote nous a dit, est-ce que vous connaissez ce test-là? Première fois que j'ai fait le test, j'étais ENFJ, donc qui est le protagoniste, donc qui est extraverti, intuitive, feeling et judging. J'ai refait ce test il y a 2 ans. J'étais INFJ. J'avais enfin compris que j'étais plus introverti qu'extraverti. Personne qui me connaisse, ça sera pas une surprise ici. Et je l'ai refait il y a encore pas longtemps et je suis toujours INFJ. Donc, qui est introverti, intuitif, feeling et judging. Donc, le jugement. Qui est, du coup, l'avocat ou le visionnaire, mais aussi, j'avoue, je suis pas peu fière, le type de personnalité le plus rare dans le MBTI. Ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Voilà, exactement. Au vu de comment tu as décrit tes résultats, ça me fait ajouter sur ce qu'on disait juste avant, que en fait, c'est plus la manière dont tu te perçois que la manière dont tu es réellement. Oui, c'est vrai. En soi. C'est vrai. Après, ça, il faudrait que des gens proches lisent la fiche entière de la personnalité. Oui. Pour vraiment dire si c'est assez fiable et ressemblant. Mais oui, il y a toujours un peu... la preuve, je pense que c'est le plus flagrant là, c'est d'être passé d'extraverti à introverti. Parce qu'au lycée, je m'imaginais vraiment extraverti.
il faut mettre les bons mots, les bonnes définitions sur les mots, pardon. Extraverti, c'est pas quelqu'un de super social. Extraverti, c'est quelqu'un qui va se ressourcer avec les gens. Et introverti, c'est quelqu'un qui va se ressourcer seul. Un introverti peut être extrêmement social. C'est juste que sa jauge d'énergie va baisser beaucoup plus rapidement quand il sera entouré de personnes. Alors qu'un extraverti peut être aussi quelqu'un de très timide, mais néanmoins avoir son énergie qui remonte énormément entouré de gens. Et quand on me connaît, oui, effectivement, c'est pas les gens qui me ressourcent. Ou alors, c'est genre vraiment 3 personnes très précises sur la Terre qui me ressourcent. Ça tombe. Du coup, le INFJ, ce que je m'y retrouve, selon moi, assez. Oui, plutôt pas mal. Je m'y retrouve beaucoup, pas dans le côté introverti. C'est-à-dire que j'ai vraiment, et je le sens aujourd'hui, genre 3 personnes dans mon entourage en particulier avec qui je pourrais me ressourcer et que si je suis toute seule, en fait, ou que je suis avec elle, ça va exactement faire le même effet pour moi. Alors que, mettez-moi dans un groupe, mais ça doit être des gens qui sont proches. Ça doit être genre, par exemple, un repas de famille chez moi. C'est des gens de ma famille, tu te dis, ok, voilà. Chez moi, c'est une catastrophe. Genre, je perds toute mon énergie en 2 secondes parce que mon mode de vie influence ça aussi. Peut-être. Dans la description, tu disais que pour les INFJ, le succès ne se résume pas à l'argent, mais à l'épanouissement qu'on en tire. Et là, c'est vrai. Pour moi, quand tu vois le métier que je le fais clairement pas pour l'argent. Les INFJ sont introvertis, mais par contre apprécient du coup les relations profondes et authentiques avec les autres. Ça, c'est sûr. Je me souviens, il y avait marqué cette phrase. Ils vont pas sourire pour sourire ou ils aiment pas les banalités. Et ça c'est vrai. C'est-à-dire que moi, faire une discussion pour du superflu, ça va plus me demander d'énergie que d'avoir une discussion profonde avec les gens de mon entourage. Ça, vraiment, c'est flagrant. Hein. C'est-à-dire que les banalités, pour des banalités, ça m'énerve en plus. Même connaître vraiment une autre personne et être compris en retour de cette personne, ça, je m'y retrouve aussi. Mm-hmm. Genre, quand vraiment je m'intéresse à quelqu'un, c'est vraiment hyper intéressant pour moi de découvrir cette personne. Et de comprendre ces mécanismes, j'apprécie quand quelqu'un arrive à cerner mes mécanismes. Parce que du coup, je pense que ça doit faire défaut si du INFJ, il y a toujours cette personnalité de la personne qui me comprend. Oui. Alors qu'en soi, c'est pas tant que t'es compliqué, c'est que tu ne laisses pas les gens te comprendre. Scorpion. Voilà. Le lien avec l'épisode. Hop, hop, hop. Faut tout écouter. Tout écouter. Ça parlait de perspicacité émotionnelle. Je pense que oui. C'est-à-dire que je n'ai pas d'intelligence mathématique, elle est pas super développée chez moi. J'ai pas j'ai une logique, mais assez particulière. J'ai pas une logique mathématique. Non. Je peux être très rationnelle, ça n'a rien à voir si j'ai envie. Mais c'est vrai que j'ai plus grande perspicacité émotionnelle. Genre, j'arrive facilement à cerner les émotions chez les gens et à les lire. Les conversations avec Estelle, on va dire conversations profondes, il faut être bien accroché. Mais c'est d'un passionnant. C'est vraiment la partie de moi que j'ai découverte en étant amie avec toi. Ces espèces de conversations profondes, d'analyse des gens, de comprendre les gens. Un truc que j'avais, mais que tu peux difficilement développer tout seul, quoi. Oui. Et du coup, c'est ce que j'ai trop aimé sur notre relation au tout début. L'impression d'avoir une connexion super forte avec la personne parce que tu parles de sujets profonds et que tu analyses les gens un peu en profondeur, quoi. C'est ça qui est rigolo. Les gens m'intéressent tous, entre guillemets, dans la façon dont ils sont construits. Pas forcément pour faire des relations profondes avec eux, mais juste comprendre le mécanisme de la personne en face de moi, qui va me dire pourquoi elle agit comme ça. Alors moi, après, il va y avoir ça va me permettre de m'adapter à comment réagir, quoi engager, etc. C'est aussi un moyen de protection, mais j'adore ça, en fait. Je trouve ça absolument passionnant de capter les mécanismes des gens et de les lire et je pense les cerner assez bien parce que on dirait que je laisse une seule chance, mais en fait j'en laisse beaucoup. Et je pose un verdict au bout de la 3-4e fois que je vois la personne et du coup j'arrive à choper les schémas un peu et du coup je me dis ah oui mais ça si c'est ça parce que ça fait ça et du coup je pense que ça fait ça. Et là où Andy qu'il faut s'accrocher, c'est que pour le coup j'ai très peu de films quand je décris. T'en as beaucoup plus maintenant qu'à l'époque. Au tout début où on a commencé à parler, c'est-à-dire que si tu analysais chez moi mes 4 vérités, tu pouvais me les sortir. Ah bah oui. Voilà, sans trop se demander. Mais alors qu'on était aujourd'hui, tu peux me les sortir parce que tu me connais, tu sais qu'on peut plus ou moins tous dire. On peut tous dire. Oui. Voilà, il y a pas. Je réfléchissais à ce qu'on pouvait pas se dire, mais bon, il y en a pas trop. À l'époque, tu ne savais pas si je pouvais prendre dans la gueule ce que tu me disais, tu vois. Mais tu me le disais quand même. Oui. Sans trop réfléchir à. Donc sur ça a quand même pas mal évolué. Oui. Parce qu'en fait, pour moi, c'est genre. En fait, je vois pas l'intérêt de mentir aux gens sur ce qu'ils sont. Sauf que je prenais pas en compte que la personne n'est pas forcément apte à recevoir l'information. Exactement. Du coup, ça va pas du tout avec ce que je dis.
Le truc après, non, si ça va, c'est agir avec beaucoup de réflexion et attention et se sent frustré quand les gens, du coup, ne reconnaissent pas ses bonnes intentions de INFJ. Je pense que c'est dans les schémas plus généraux et l'organisation de la vie. Quand je prends une décision, ça fait 6 mois que j'avais réfléchi et j'ai fait attention à beaucoup de choses. Et donc, quand quelqu'un arrive et remet en question ces choses-là en mode, je pense que t'as pas fait attention ou je pense que t'as pas fait gaffe ou t'as pas pris ça en compte, genre, je la démarre, la personne. Genre, vraiment, je m'énerve. Donc ça, c'était les points du INFJ que je retrouve le plus chez moi, je pense. Avec le fait que quand il y a de l'inéquité et de l'injustice, j'aime pas abandonner, mais par contre, aujourd'hui, ça c'est très récent, je vais me fier à mon intuition. Okay. C'est-à-dire, je vais me poser 2 secondes pour évacuer la colère, parce que je suis un petit peu impulsive sur les bords premier. Et ensuite, je vais juste écouter genre mon ressenti, genre mon intuition et tout, dire ok si c'est ça, et je vais adapter mon choix de comportement par rapport à ça. Ça, c'est très très récent. Oui, ça disait à la fin que le problème majeur de l'INFJ, du coup, c'était que ça se perdait souvent au dépit des causes des autres, parce que justement cette capacité à analyser, parce que l'INFJ est caractérisé par le fait que c'est le but avant la personne, c'est-à-dire pour vous donner quelques comparatifs avec des gens de la pop culture, il y a Jon Snow typiquement qui est INFJ, Armin de l'Attaque des Titans, ou Mitsuya des Tokyo Rangers, ce sont des gens qui en fait pour leur objectif qui est hyper important, ils sont prêts à se sacrifier et à sacrifier tout le reste autour. Typiquement, Jon Snow, bon, pour ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones, désolé, mais quand il s'agit de défendre le Nord, il est prêt d'y filer sa vie et tout ce qui passe avec pour préserver sa maison, ses sœurs, sa famille et tout, quitte à lui le lâcher. Et ça, c'est ce qui caractérise l'INFJ. Et du coup, c'est le risque majeur de l'INFJ, c'est de s'oublier au profit des autres. C'est de s'oublier au profit d'une cause en général, pas simplement de l'altruisme comme ça. Je me qualifie pas forcément d'hyper altruiste comme ça. Non, je pense pas non plus. Non. Si tu devais... Digression. Appartenir à une faction dans Divergente. Moi, je voudrais aller chez les sincères. Mais tu penses que tu irais dans laquelle? Sans parler de... Toi, t'aimerais aller dans laquelle? Bon, j'irai pas chez les altruistes, ça c'est sûr. Ni chez les fraternels. Bon, alors là... Non, en vrai, c'est possible que je la termine. Soit chez les sincères, soit chez les érudits. Pas les audacieux? Ah non. Tu pas sauter d'un train? Non, mais je suis pas audacieuse du tout. Sauter dans un filet 4? Non. Genre, j'ai de l'ambition. Oui. Mais je suis pas audacieuse. Oui, non. Genre, vraiment ambition en mode Serpentard, en mode je parle beaucoup, mais je fais tout dans le dos. Ça, oui. Oui. Alors, pourtant, je suis pas Serpentard, hein. Je suis Gryffondor. Parce que quand même, bravoure. Mais j'irai pas, je suis pas casse-cou, pour le coup, du tout. Vraiment, le laser game, c'est trop pour moi, quoi. Prendre des risques pour l'adrénaline. C'est pas mon délire du tout. Non, moi non plus. Non. Mais toi, t'es chair d'aigle. Oui. Et t'irais chez qui, toi? En fait, sur le principe, je pense que j'irais chez les altruistes. Après, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, pas allumer la lumière, pas consommer de l'électricité, pas se regarder dans le miroir. Je pense pas que t'irais chez les altruistes. C'est too much. Ça. En fait, chaque truc a un truc qui pourrait m'attirer et un truc qui ne m'attire pas du tout. Typiquement, les érudits. À aucun moment, je ferai passer la science avant le bien-être des personnes. Les sincères, c'est pareil. À aucun moment, je ferai passer la vérité avant le bien-être des gens. Peut-être fraternel. Alors que tu vois, moi, la vérité, pour moi, ça passera toujours avant le bien-être. Pas moi. Il y a des vérités qui ne méritent pas d'exister, d'être vues au grand jour. Je suis d'accord. Mais par exemple, je m'étais fait la réflexion la dernière fois, je sais plus pourquoi. Si, genre, tu faisais la pire merde du monde. Et genre, je veux bien mâcher mes mots, etc., mais jamais, au niveau de notre amitié et au point auquel je t'estime, je te mentirais. C'est-à-dire que pour moi, si tu déconnes et t'as besoin d'entendre tes 4 vérités dans ma gueule, bien sûr, le vrai, c'est vraiment, mais niveau d'amitié, tout ce que tu veux, mais ça, même au niveau de famille, c'est-à-dire que ce soit mes sœurs ou quoi que ce soit mon mari, s'il a besoin d'entendre ses 4 vérités, pour moi, il entendra. Oui, c'est plus dans le sens où, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais admettons que j'apprends quelque chose qui pourrait blesser, par exemple, ma mère. Mais que je sais qu'elle peut aussi ne jamais l'apprendre et continuer à vivre très heureuse sans jamais avoir cette information. Ah, ok. En fait, si je lui dis, c'est plus par culpabilité pour pas garder l'information pour moi. Parce que j'ai pas envie de le savoir et qu'elle non, tu vois. Mais en soi, je sais que factuellement, sur la longueur de sa vie, elle sera plus heureuse sans savoir cette information qu'en la sachant. Okay. Du coup, je préfère qu'elle ne la sache pas. Ouais. Tu vois? Ok. Moi, pareil. Mon premier test de cette personnalité, je l'ai fait au lycée. Et j'ai eu le même que toi. Donc j'ai eu le protagoniste qui est
ENFJ. ENFJ. Un peu le classique, j'ai l'impression que tout le monde a au début. En fait, moi, il faut savoir aussi que à chaque fois que je refais le test, je change, plus ou moins. Et on l'a refait là, il y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, je pense. Et j'étais tombée sur ISFJ, introverti, à 60%, qui n'est quand même pas un 100%, tu vois. Ah ouais, non. Voilà. Observateur à 65, sentiment à 85, jugement à 85 et prudent à 68%. Décide-toi, la prudence. Et en fait, une fois que j'avais vu ce résultat, je me suis dit, putain merde, ça a encore changé, j'en ai marre. Ce test me casse les couilles. J'ai pas lu ce que ça voulait dire. Ah ouais? Je viens de le lire là un petit peu pour faire le point. Ok. L'amour ne naît que dans le partage. On ne peut en avoir plus pour soi qu'en le donnant aux autres. Et je trouve ça tellement moi. Tellement. Que je trouve ça assez fou. Travailleurs et dévoués, les personnes dotées de ce type de personnalité se sentent profondément responsables de ceux qui les entourent. On peut compter sur les défenseurs pour respecter les délais, se souvenir des anniversaires et des occasions spéciales, maintenir les traditions et combler leurs proches de gestes attentionnés et d'encouragement. Mais ils demandent rarement que l'on reconnaisse tout ce qu'ils font, préférant agir dans l'ombre. Donc, au final, je trouve que c'est un type de personnalité qui me correspond bien. Et qu'il faudra que je pense que j'aille lire un petit peu plus en détail. C'est un truc que j'ai toujours dit à propos de toi. Ta générosité, ton altruisme, c'est ta meilleure qualité et ton pire défaut. Pour le défenseur, de ce que j'en ai vu un peu, parce que du coup, Yann est défenseur et une de mes sœurs est défenseur. Bah, du coup, c'est vraiment ce côté de... C'est un peu toujours l'oreille qui est là, qui soit tu la vois et c'est affirmé, soit tu le vois pas, mais elle entend, elle capte tout, tu vois. Et elle fera toujours en sorte de jamais imposer l'aide, mais de la même façon que tes love language, c'est vraiment genre act of service. C'est pas avec cette discussion avec Yoann la dernière fois. Les love language que j'aime donner ne sont pas du tout les mêmes que j'aime recevoir. Ah ouais? Non. Ah. J'adore faire des acts of service. Oui. Mais c'est pas celui que j'aime le plus recevoir. On préfère word of praise. J'aime bien les cadeaux. Ah ouais? Mais pas en mode, je m'en fous de la valeur, bien sûr. Ouais. Mais pour moi, genre, je me suis promenée dans la rue et j'ai vu cette pierre, elle m'a rappelé toi. J'adore. Okay. Tu vois? Parce que, act of service, en fait, j'ai été élevée dans un foyer. Où mes 2 parents fonctionnent beaucoup comme ça. Et en fait, pour moi, c'est normal. Du coup, j'ai du mal à voir ça comme un effort. Okay. Alors que c'en est un. Oui. Mais pour moi, c'est bien sûr que tu vas le faire. Pourquoi tu ne le ferais pas? Ouais, d'accord, ok, je vois. Alors ça, c'est clairement un truc où il faut travailler, parce qu'il faut apprécier et voir que les gens le font parce qu'ils ont le choix et pas parce qu'ils le doivent. Ouais. Mais du coup, c'est pas ce que je kiffe le plus recevoir parce que, oui, ok, t'as fait un truc typiquement, comme on n'arrête pas de le dire en ce moment, apprendre un poisson à nager. Voilà, bien sûr, c'est normal. J'ai besoin d'un service, tu me le rends, merci. Mais alors que non, c'est pas le cas pour tout le monde. Franchement, j'ai pensé en le disant, mais les love language aussi, c'est une façon. Alors, je dirais pas que c'est un test de personnalité, non, mais c'est quand même une façon de essayer de encore catégoriser ta personnalité quelque part. Bien qu'ils soient introvertis, les défenseurs ont une nature profondément sociable. Grâce à leur capacité à se souvenir des détails de la vie des autres, les défenseurs ont un talent particulier pour faire en sorte que leurs amis et connaissances se sentent vus, connus et appréciés. Ça me fait penser à un truc qui est très vrai, qui te décrit beaucoup, et que quand Yann t'avait dit ça, j'avais dit, je crois que c'est la meilleure façon de décrire Léa. Donc on s'est mariés, Yann et moi, pas Léa et moi. Non. Yann et moi, on s'est mariés l'année dernière, mais Léa était une de mes demoiselles d'honneur. Et moi? Témoin. C'est vrai, mais oui. C'est moi. Et faut savoir que du coup, donc j'avais 3 demoiselles d'honneur. Sur les 3, du coup, j'ai 2 de mes en tant que demoiselle d'honneur. Du coup, on fait des discours parce que c'est vraiment leur personnalité. Donc une l'a fait vraiment à sa façon, l'autre l'a fait à son façon. En fait, Léa n'en a pas fait. Mais je l'ai pas du tout mal pris. Au contraire, c'est très très Léa. En fait, c'était la petite main de toute la soirée. C'est-à-dire que Janine, elle a fait un discours avec un ukulélé et Léa était là pour lui filer le ukulélé. Vraiment, j'ai passé une journée de mariage complètement sereine parce que je savais que quoi qu'il se passait, elle avait les infos et ça irait bien. Et bon, quand un mariage se passe, généralement le jour d'après, vous êtes claqués. Mais à la fin, vous remerciez les gens et les premières personnes que vous remerciez, donc, ce sont vos demoiselles dernières, vos témoins. Donc, mon mari est un de tes potes, franchement. Yann est un de ses potes. Et du coup, Yann a envoyé un message à Léa et dedans, il a dit « Ok, t'as pas fait de discours, mais on a vu ton discours tout au long de la soirée parce que pour briller, les étoiles ont besoin de la nuit. » Et en fait, Léa, c'est vraiment ça. Léa, c'est le background qui fera que ça va te montrer tout le temps. Mais et vous croyez pas qu'elle s'efface pour faire ça parce qu'elle s'éclate à faire ça. Oui. C'est vraiment, elle prend son plaisir le plus immense en faisant ça. Oui, oui.
Et c'est vraiment la description que tu as donnée, quoi. Oui, c'est ça. Et je trouvais cette comparaison très, très juste, finalement, pour briller des étoiles en disant il faut qu'il se passe nuit, en fait. Et elle rend le shine des personnes possibles. Et du coup, ça va assez bien, je trouve, avec du coup mon métier et aussi mes occupations, qui sont beaucoup de choses de l'ombre, qui mettent en avant, que ce soit dans mon travail, ça va mettre en avant des produits ou des marques, mais à aucun moment mon nom est cité quelque part. Mais même quand on fait avec les amis, des fois, on fait des petits courts-métrages, des choses comme ça. C'est sympatoche, si vous voulez l'envoyer, il y en a sur YouTube. Hotshot sur YouTube. Voilà. Et là, pareil, la seule reconnaissance que tu as, c'est d'avoir réussi à accomplir un truc pour toi. Et moi, ce qui me plaît sur ça, c'est de réussir à aider mes potes à créer un truc dont ils sont fiers, en fait. Ouais. Sans me parler, moi, je peux être fière du truc, ok, c'est bien, mais si eux en sont pas fiers, ça me saoule. Mais t'es vraiment tournée vers les autres. Et du coup, ça fait de toi une personne tellement altruiste et loyale, mais à un point. Enfin, par contre, une fois que vous êtes pote avec elle, c'est un rock, quoi. Genre, elle est là. Je ne partirai plus jamais. C'est le truc que tu m'as envoyé le Reels. Hop, you're my friend now. Oui. C'est vraiment ça. Et après, dernier petit point sur le sens de la loyauté. Et qui est intéressant peut-être du coup parce que tu vas aussi pouvoir comparer avec du coup Yann qui est également défenseur, oui, il me semble, et qui a un sens de la loyauté beaucoup plus fort que moi pour le coup. Oh yo, ouais. Mais du coup, un sens de la loyauté qui ne se limite pas à ses proches, mais qui s'étend à leur communauté, employeur ou tradition familiale. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans le podcast précédent sur le fait que je mets beaucoup d'importance dans mon travail et dans mes relations sociales professionnelles. Ouais. Peut-être là où je laisse mes relations personnelles être plus naturelles et go with the flow, tu vois. Que, du coup, ça va aussi avec ce que tu dis où c'est à la fois ma plus grande qualité et mon plus grand défaut. Parce que l'intensité du dévouement et des désirs peuvent présenter des inconvénients parce qu'il y a des personnes qui peuvent profiter de la nature serviable et laborieuse des défenseurs, ce qui va les laisser épuisés et submergés de travail. Ouais. Et que les défenseurs peuvent également se sentir coupables ou stressés lorsqu'ils envisagent des changements même nécessaires pour eux-mêmes. Et en fait, ça fait beaucoup écho avec ce que j'ai vécu ces derniers mois. Clairement. Puisque j'ai changé de travail. Ouais. Jusque-là, on va dire que quitter un CDI pour en trouver un autre, c'est pas... c'est courant, quoi. Voilà, c'est courant, surtout dans notre génération. Ouais. Mais moi, ça a été une montagne à passer. Et puis même, il y a vraiment eu plusieurs étapes. Ouais. En plus, ça t'a suivi tout ça de l'extérieur, ça devait être... J'ai suivi tout ça de l'extérieur et du coup, garder en tête avec le prisme de perspicacité émotionnelle. C'est-à-dire qu'en plus, là, on parle de ma meilleure pote, donc je la connais. Oui. Je vois tout, sauf que j'ai mis de l'eau dans mon vin, je vois ce qui va pas, je vois ce qu'elle fait et qu'elle fonce dans le mur, je vois ce qu'il a détruit. Moi, j'habite à 1 heure d'ici, mais le gadget, je le connaissais pas du tout, Du coup, j'étais vraiment en mode, doucement, tu peux pas lui rentrer dedans, il faut qu'elle fasse son évolution. Et ça, c'est vraiment passé par plusieurs étapes parce qu'il a fallu que tu comprennes que ça te nuisait de fou par toi-même. Parce que moi, j'avais beau lui dire, en fait, ton sentiment de loyauté à ce truc, à l'entité et à la personne était tellement fort que t'étais même pas prête à l'entendre. Bah, tu me l'aurais dit, j'aurais été en mode tu connais pas. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Et puis il y avait ce truc de en plus oui mais c'est un environnement que tu connais pas non plus parce que c'est vrai c'est un environnement que je connaissais pas. Et donc il a fallu que tu te rends compte de ça. Première étape par toi-même. Oui. Ensuite que tu acceptes qu'il puisse pas rester dans une solution dans une situation pareille. Du coup que tu fasses ta liste des solutions. Déjà que, du coup, t'étais en train de poser déjà un diagnostic dans la situation dans laquelle tu te trouvais. Puis ensuite, tu fallait trouver. Ça a été des étapes à cause de la loyauté. C'est ça. C'est devenu compliqué à cause de ça, alors que pour plein de personnes, ils seraient en mode, je me sens mal dans mon travail, j'ai fait des études, j'ai un diplôme, je peux trouver du travail ailleurs, je pose ma lettre de démission et je me casse. Moi, ça a pris bien 6 mois à ce que germe l'idée dans ma tête de, mais je peux partir, en fait. Ouais. Alors que quand tu m'as envoyé non, c'était pas là, tu m'as pas envoyé auquel on en a parlé. Oui, on était là, on est allé dans le Lot. Ouais. Que tu m'as dit, mais en fait, je viens de réaliser, mais ça faisait quoi, 1 semaine et demie que j'avais réalisé que je peux partir, qu'il y a rien qui m'oblige. Et moi, j'étais en mode, bah oui, Léa. Bah oui, vraiment. Mais oui, je peux. Oui. Ça rebondit avec la fin de ce que j'ai lu. Stressé face au changement. Parce que, et du coup, ça va avec le côté prudent et le côté construire sa maison et tout ça du Capricorne, où le changement, ça un peu mettre en péril ce que tu as, soit pour aller vers du mieux, soit pour rester pareil, soit pour aller vers du pire.
Et moi, je suis tellement attentive à créer mon cocon. Alors, je parle physique, donc peut-être mon appartement ou quoi, mais aussi mon cocon émotionnel, avec des gens autour de moi avec qui je me sens bien, et surtout faire les choses en accord avec moi-même, que le changement, ça me stresse beaucoup. Et du coup, de changer de travail, j'avais peur que ça perturbe totalement la personne que j'étais foncièrement, alors que à quel moment ça va perturber à ce point-là qui je suis. Bouge. Oui, bien sûr, mais ça va pas changer l'entièreté de ma personnalité. Voilà. À part enlever des choses que j'aime pas, du coup, et ramener des choses que j'aime bien, puisque ça fait juste 2 mois, à l'heure où on enregistre ce podcast, ça fait un tout petit peu moins de 2 mois que j'ai changé de travail. Je me sens mieux. Bah, puis elle est mieux, moi je l'ai. Hein. Ça se voit un petit peu, je crois. Et ça fait le lien avec un des points que j'ai pas dit tout à l'heure de l'INFJ, que je m'y retrouve beaucoup. L'INFJ, il a l'impression d'être mis sur Terre pour une raison. Du coup, il passe sa vie en recherche de ce but. Alors, c'est très vrai au niveau du travail pour moi, c'est-à-dire que j'ai passé des années à me questionner, à comprendre ce que je foutais sur Terre. Et au final, j'ai trouvé. Parce que vraiment, je pense que mon travail, c'est l'endroit où je m'épanouis le plus. Et c'est pour ça que je n'arrêterai pas. Je continuerai d'écrire des livres et d'écrire des histoires et de prendre du temps pour faire ça, de créer des mondes. Et c'est-à-dire justement que l'INFJ, une fois que c'est l'aspect le plus gratifiant de sa vie, justement, la recherche de ce but, et qu'une fois qu'il a trouvé ce but-là, il met littéralement tout en œuvre pour le réaliser. Et au niveau du travail, j'ai eu ça et j'ai eu cette prise de conscience il y a un moment. Ouais. Par contre, au niveau émotionnel et relationnel, plus que émotionnel, notamment amical, en fait, c'est un truc que pour moi, je pataugeais parce que j'étais en tête en mode j'ai trouvé ce qu'il faut. J'ai la voix, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand j'ai commencé à ouvrir les yeux sur plein d'aspects de ma vie, sans dire que c'était nocif, etc., c'est juste que ça te correspondait plus. Ça ne me correspondait plus du tout, c'est ça, avec la personnalité que j'avais aujourd'hui et qui est vraiment moi, pour le coup. J'ai commencé à lâcher et justement, cette quête de liberté en mode oh, mais je peux tout faire. Et du coup, j'ai envie de tout faire. Et ouais. Genre tu peux, en fait. Oui, je peux, du coup, je le veux. Parce que la réalisation que tu as eue sur le travail, au niveau de la loyauté, moi, ça fait longtemps que je l'ai eu. Par contre, la relation que j'ai eue au niveau des relations, toi, ça fait plus longtemps que tu l'as eue. Sur le côté travail, ce qui était rassurant avec toi, c'est que je savais que peu importe la décision que je prenais, t'étais en mode go girl. Bah oui, je suis avec toi. Là où Tant que tu me dis que justement tu t'épanouis. Oui, voilà, et que tu vas faire pour toi. Donc, oui. Ouais. Là où une de mes plus grandes hésitations vues au fait de partir, c'est que du coup, je travaille dans le milieu de l'audiovisuel qui est un tout petit monde. Et surtout que du coup, on n'est pas à Paris. Donc, c'est des petites villes de province, va-t-on dire, qui sont plus... le monde est tout petit, quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là. Et j'avais juste très peur de griller mes cartes en partant d'une entreprise et de me faire une mauvaise réputation, de pas pouvoir retrouver un autre travail, pas dans le sens où je n'ai pas les capacités, mais dans le sens où il y a très peu de place, en fait. Et j'avais peur de pas réussir à trouver autre chose. Et du coup, c'est là où j'ai une grande partie de mon groupe d'amis qui travaillent dans le même milieu que moi, où c'est là leur soutien, on va dire, factuel sur le monde de l'audiovisuel de notre ville. C'est ça qui m'a beaucoup aidé à me rassurer sur le côté prudence, en fait. En mode, je trouverai peu importe. Et toi, de savoir de l'autre côté que t'étais juste en mode je regarde si ce qu'elle fait est bien pour elle. Oui. Et je sais en fait que tu me diras si ce que je fais c'est de la merde. Ah bah oui, du coup, ça va avec sur ça. Parce que tu m'as déjà dit des trucs qui étaient vraiment durs. Oui. Et au final, ça n'apporte que du bien. Oui, bien sûr. Le pansement, quand tu l'enlèves, ça fait mal. Mais il faut l'enlever. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça, moi, je te fais confiance sur le fait que tu me le diras. Bah oui. Mais en fait, moi, je regarde vraiment, justement, quand tu me parlais de ça, parce que honnêtement, je n'ai aucune connaissance dans l'audiovisuel. Il y avait vraiment ce que je regardais quand je t'écoutais, c'était est-ce que elle va là où elle doit aller. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va dans quelque chose qui lui correspond? Est-ce qu'elle va s'accomplir au bout? Si je voyais que tu fonçais dans un truc, c'était pas du tout pour t'accomplir, je l'aurais dit, oh. Ouais. Doucement. Et du coup, très aligné avec nos MBTI, là où moi, ce que je fais, je vais tendance à le faire pour les autres. Toi, tu le fais pour toi. Et du coup, tu appliques ce truc-là. Attention, il faut faire les choses pour toi. Hein. Ah oui. À moi. Là où moi, c'est pas ma priorité. Là où ton défenseur va venir contrebalancer mon avocat, c'est que dans la prise de conscience des autres, tu vas venir m'aider à me remettre un peu plus en mode, tu sais, les autres, c'est pas forcément l'ennemi. Genre, tu es plus en mode, c'est pas grave. S'il y a du monde autour de toi. C'est pas grave si t'es pas direct, genre la grosse différence. C'est pas grave si t'es pas l'idéaliste de base, etc., 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 etc. C'est genre, en fait, comme tu es, il y en a d'autres qui sont comme toi, et c'est cool. Oui. Et ça, c'est le plus gros tempérance. Parce que après, ça veut pas dire, entendez dans l'INFJ qu'on en a rien à foutre des autres, et qu'on fait rien pour les autres. C'est pas vrai. Je me signe pas la plus altruiste, mais je me signe pas non plus la plus égoïste du monde.
C'est-à-dire que Non. je dose juste, en fait. Bah, t'as quand même une sensibilité émotionnelle où t'es au courant de ce que les autres ressentent. Oui. Donc, si tu allais complètement dans leur sens, ça ferait de toi une maxi connasse. Oui. Voilà. Pour dire les choses. Hein, Mais c'est juste que l'INFJ, je pense, a du coup tendance à être déconnecté de la réalité. Et moi, chez moi, ça se matérialisait par une peur, entre guillemets, d'être trop commune, d'être trop avec les autres et du coup de trop perdre de vue le but qu'on s'est fixé, en fait. Ouais. En fait, toi, on va dire ta fonctionnalité de base, la raison pour laquelle tu existes de base, c'est on peut exister que quand on est différent des autres. Bah, ça fait un très bon lien avec mon énéagramme, donc oui. Voilà. Alors que moi, on existe en faisant partie du groupe et on est dans les gens. Ouais. Mais du coup, moi, je voulais juste faire un petit, tu sais, sur les personnages qui faisaient partie de de ton MBTI. Et du coup, toi, tu avais Jon Snow, moi, j'ai Catelyn Stark. Ah! Du coup, je pense que toi, tu avais les gens qui mettent la cause avant... Oui, avant eux-mêmes et avant le reste. Moi, c'est qui mettent leurs proches avant la cause, parce que Catelyn Stark a fait ça. J'ai Sam du Seigneur des Anneaux. Ah bah alors là, oui, on met l'autre avant le... J'ai Watson de Sherlock Holmes. Oh, donc c'est vraiment toujours les sidekicks qui sont là pour les autres. J'étais mon sidekick. Oui. Et le dernier truc qui est un peu marrant, c'est que du coup, on a fait dans l'épisode sur l'astrologie les personnalités qui faisaient partie de notre signe astrologique. Oui. Tu m'avais dit que Kate Middleton avait le même signe astro et le même ascendant que moi. Ouais. Elle a également le même type de personnalité que moi. Eh ben, tu t'entends très bien avec Madame de Galles. Je sais pas, est-ce qu'on s'entend bien avec les gens qui nous ressemblent? C'est une bonne question, ça. Ouais. Moi, en tout cas, de ce que je regarde, c'est Stéphane qui m'a fait la belle analyse là-dessus. Les gens qui, je sens, sont trop comme moi, au premier abord, j'ai une aversion hyper profonde. Moi aussi. Parce que moi, je me sens bien quand j'aide les gens. S'il y a quelqu'un d'autre qui prend ce rôle, je suis en mode, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Et du coup, comment je te rends service à toi? Ok. Tu vois? Et alors là, le truc, attention, moi, je leur fais pas confiance parce que je sais qu'ils pensent quand même. En fait, on voit notre pire trait chez les autres. Vraiment. Genre, premier degré, c'est un des trucs que j'avais vu. Bon, désolé, j'ai vu avec Stray Kids. Ils m'ont fait rendre compte de beaucoup de choses quand j'ai découvert ce fandom. C'était sur un gars qui analysait les comportements entre Félix et Hyunjin. Et Hyunjin, je n'ai rien contre lui, Loulou est très sympatoche, mais c'était pas celui avec lequel j'étais en mode oh je comprends pas trop et tout. Et pareil, Lino, j'étais en mode écoutez bad boy, Et en fait, dans ces analyses là, j'étais en mode on se ressemble sur beaucoup trop de points en fait. Et mais d'un côté ça marche pas non plus tout le temps puisque Han j'ai toujours aimé depuis le début et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se ressemble. Disons que dans l'évolution que j'ai une évolution qui est très similaire à Han, sauf que sur les fibres genre de construction et tout, bah je ressemble beaucoup à Hyunjin et Lino. Ouais. Enfin, j'ai beaucoup de similarités avec eux, notamment le truc que j'avais vu c'était dans une conversation à deux, si je vois que la personne en face, je vais vraiment adapter mon comportement à la personne en face. Si je vois qu'elle est vraiment intéressée envers moi, je vais m'ouvrir. Si c'est juste pour faire des banalités, je vais rien dire. Ouais. Est-ce que c'est général d'avoir une aversion pour les personnalités qui nous ressemblent ou pas? Oui, parce qu'on connaît nos défauts et je pense qu'on n'a pas envie de les voir chez les autres. En fait, on est très... quand tu rencontres quelqu'un, la première chose que tu remarques, normalement, c'est pas ses défauts. Ouais. Enfin, ça dépend de la personne. Mais en règle générale, c'est pas les défauts que tu remarques en premier. Quand tu reconnais quelqu'un qui te paraît familier parce que il te ressemble, s'il ressemble à quelqu'un que tu aimes, c'est bien. Tu vas pas spécialement voir les défauts non plus, parce que tu vois personne, et c'est pas les défauts que tu vois en premier. S'il te ressemble à toi, bon, tu connais tes défauts. Et tu vois comment il est. J'ai une question pour toi. Par rapport à la personnalité des fanfares, pour savoir si c'est ça, est-ce que, à cause de cette loyauté-là, de fou, tu serais capable de gommer ou volontairement passer outre, effacer des défauts très problématiques chez quelqu'un? Non. Et d'encaisser énormément? Genre... Cette loyauté, pour moi, elle s'applique beaucoup au monde professionnel. Okay. Je l'ai beaucoup moins avec mes proches, dans le sens où si, au bout d'un moment, je suis au pied du mur en me rendant compte que cette personne n'est pas bonne pour moi et qu'il vaut mieux que je continue seule que sans cette personne, même si on s'est promis la lune, je partirai. Ok. Parce que je me mets avant, et alors ça va peut-être me prendre des années, hein, mais je le ferai. Là où il y a des valeurs qui sont trop importantes pour moi, que je ne peux juste pas passer à côté. Et je préfère être seule qu'avec quelqu'un qui a des idéaux trop contraires à moi. Ok.
D'accord. Du coup, malgré tout ce qu'on vient de dire et des analyses qui sont très vraies pour nous, du moins, est-ce que pour toi, c'est un facteur hyper déterminant dans la vie et genre est-ce que tu t'y retrouves vraiment et quand quelqu'un te dit son MBTI, tu te bases énormément dessus pour le connaître? Oui et non. Dans le sens où je sais que c'est pas une science exacte et que je l'ai vu parce que je change de MBTI très souvent. À voir si celui-là peut-être qu'il va me rester et que au final j'ai trouvé le mien. Peut-être. Mais en fait ça va surtout m'aider à voir si la perception que j'ai de la personne est la même que ce que son MBTI dit pour voir si la personne se connaît ou pas. Ok, d'accord. Voilà. Et bien de transition, est-ce que tu penses que les gens ont besoin de se mettre dans des catégories de personnalités parce que, enfin, on est 8 milliards sur Terre, il y a 16 personnalités, on a tous un peu de différentes personnalités, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment un besoin fondamental? Je pense que ça dépend des gens. Parce que des gens, par exemple, extrêmement terre-à-terre, pour prendre comme exemple la personne la plus terre-à-terre que je connais, c'est-à-dire mon père, je pense qu'il n'en a rien à faire de savoir dans quelle catégorie de personnes il se situe. Je suis d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui va intéresser les gens qui, premièrement, ont du mal à savoir qui ils sont et qui ont du mal à se définir, donc qui ont besoin de s'identifier à quelque chose. Et les personnes qui ont besoin / envie de faire un travail sur elles et qui, du coup, vont s'ouvrir des portes. Est-ce que, du coup, ça serait pas aussi juste une question de génération et de connaissance et surtout de la perception, du développement personnel et de l'importance qui a été hyper grandissante ces derniers temps? Oui, il y a moyen, mais après, tu vois, si on parle de l'astrologie, il y a des personnes de 50, 60 ans qui sont ultra penchées astrologie aussi, qui ont besoin de ça, en fait, qui ont besoin de se mettre dans des cases et d'appartenir. Je pense que ça crée un sentiment d'appartenance aussi, tu vois. Bah, ça rassure peut-être. Justement, parce que 8 milliards, c'est énorme. C'est ça, tu te dis, il y a des gens comme moi. Ouais. Et, ou dans le cas de l'INFJ, merde, il y a des gens comme moi. Et aussi je pense pour certaines personnes, de justifier tes défauts. En mode, ah oui, mais je suis comme ça, mais c'est ma personnalité. Regarde, en plus, il y a ce test qui le dit. Ou typiquement l'astrologie. Ok. On l'entend trop souvent, je réagis comme ça, mais c'est parce que je suis scorpion. Ah ouais. Alors que arrêtez de catégoriser les scorpions comme des manipulateurs. C'est surtout que rien à foutre. Si t'es un connard, c'est pas ton signe astro, c'est juste toi. Enfin, oui. Normalement, on a la preuve. Toi, t'es double scorpion et tu sais te maîtriser, quoi. Bah oui. Et à aucun moment, si tu blesses quelqu'un, tu vas dire c'est parce que je suis scorpion. Bah non, parce qu'il y a une partie de toi qui own le truc. T'es peut-être impulsif en étant scorpion, d'accord, mais enfin, au bout d'un moment, il faut aussi assumer. Oui, voilà. Je pense que pour moi, les tests de personnalité en règle générale, c'est ce besoin de se mettre dans une case, d'appartenir à un groupe. Et également un outil de développement personnel. Ouais. Et ça devient mauvais quand c'est utilisé comme une excuse. C'est ça. Ou purement pour les gens qui sont en mode je suis comme ça. Ouais. Alors que ça sert à rien de changer. On est en train de faire les masters papouilles à Finan. Oh chat. Est-ce qu'on t'entend ronronner? Il est tout content. Et du coup, c'est sur les ronrons de Finan qu'on va vous laisser. Oui. N'hésitez pas à nous dire quelle a été votre commande café de cette semaine. Et n'hésitez pas à nous dire aussi vos types MBTI. Oui. Si vous avez les mêmes que nous, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Pas du tout. Et si vous avez des types, mais extravertis, du coup, parce que pour le coup, on n'en a pas. Est-ce que ça a changé et est-ce que vous avez du coup des différences majeures avec les nôtres? Pour le prochain épisode, qui est dans un mois, on aimerait bien savoir si vous aimeriez d'autres podcasts sur la personnalité, avec un petit peu de science, etc. On peut parler de livres, on peut parler de plein de sujets. S'il y a quelque chose dont on peut vous parler de l'amitié. Oui, si vous voulez un long podcast pour les longs trajets sur l'amitié, parce que je pense que la nôtre est assez rigolote aussi. Ouais. Et on a vécu pas mal d'expériences chacune ensemble et séparément qui font que on peut pas mal parler de ça. Exactement. Voilà, s'il y a un sujet qui vous plaît, que vous voulez entendre, n'hésitez pas à nous le dire. De toute façon, c'est une discussion café. Exactement. Merci de nous avoir écoutés et on se voit dans un mois. À bientôt.